Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 3. Amalricus 2, le chemin des enfers, épisode 18. Emma stoppa sa voiture sous le parking du fort. Entre les flocons et la couverture blanche qui avait pris possession du paysage, les quelques pierres froides de joue que l'on devinait rendaient le monstre sordide. Un frisson parcourut la jeune femme. Elle se frotta les mains pour se réchauffer, coupa le moteur de la voiture et esquissa un geste pour sortir. Puis, finalement, elle n'en fit rien. Elle s'appuya de nouveau contre le dossier de son siège et fixa l'extérieur sans vraiment penser à rien. Quelque chose la bloquait. Elle hésita, puis une petite voix résonna dans son esprit. Pas maintenant, pas maintenant. Emma se laissa convaincre. Elle tourna la clé et repartit. Le militaire ne paraissait pas disposé à laisser Nièvre s'exprimer lui-même sur le sujet, et c'est sans même lui adresser un regard qu'il poursuivit. Plusieurs des légendes sur lesquelles notre ami s'est fondé parlent des portes de l'enfer ou du chemin des enfers. Cela dépend. Parfois le nom varie. Bref, mais le résultat est toujours le même. Le Romac qui perd son lien se voit rattrapé par le temps. Il doit franchir les portes, et une fois que cela est fait, il s'efface de la mémoire de tous ceux qui ont eu affaire à lui. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ? En 1497, Erasme de Calaronne, un prêtre italien issu d'une grande famille, a été jugé pour une série de meurtres horribles sur une cinquantaine de jeunes femmes. Tout au long de ce procès, il a accusé un certain Vlad Parsic, dont personne n'avait jamais entendu parler. Il prétendait que c'était un Romac et que quelqu'un était venu l'aider à l'empêcher de nuire en lui expliquant le rôle du lien et comment procéder pour le détruire. Dans les semaines qui ont suivi, le temps entier s'est détraqué, la neige est tombée en juin. Erasme a croisé dans la rue son père décédé depuis plus de 10 ans, et du jour au lendemain, toutes les époques semblèrent se mélanger. Réfléchissez à ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est troublant, mais si votre Erasme dit vrai, qu'il n'était pas seulement un malade mental et que le Romac a franchi les portes, il n'aurait pas dû s'en souvenir. Oui, il prétend s'être endormi un jour et avoir été réveillé loin de son lit par celui qui était venu l'aider, mais dont on ne sait rien. Ce dernier lui a dit que le moment était venu, mais qu'il avait fait ce qu'il fallait pour qu'Erasme puisse témoigner. Dans sa déposition, Erasme a décrit les portes, puis raconté que le lendemain du jour où le Romac les a franchis, tous ceux qui avaient connu Parsic l'avaient oublié, que le soleil s'était remis à briller et que personne ne se souvenait de la neige. Bien sûr, les juges ne l'ont pas cru et l'ont condamné au bûcher. C'est troublant, en effet, conclut Talois, mais si votre théorie se vérifie, nous avons juste à attendre. Hélas, non. Souvenez-vous de ce que vous avez raconté. Le visage de Talois se fit interrogateur. Oui, insista Bruno, l'homme sur lequel vous avez tiré cet hiver et qui s'est volatilisé. Il laissa une courte pause. C'était sans doute Amalricus. Et alors ? Depuis, il n'a plus fait parler de lui, et les portes sont en train de s'ouvrir. Imaginez que vous l'ayez tué. Jamais il ne pourra s'engager sur le chemin des enfers, et personne ne sait ce qui se passera alors. C'est à cet instant que Nièvre reprit la parole. Il faut que nous le trouvions, lui ou son corps, et si jamais il est mort, nous devrons nous-mêmes faire passer les portes à son cadavre. Et comment comptez-vous faire cela demanda Talois sur un ton moqueur. Nous ne savons pas vraiment, avoua Auréade, mais toutes les aides sont les bienvenues, car dans un premier temps, on doit retrouver Amalricus. Pour le reste, conclut Bruno, nous verrons plus tard. Peut-être peut-on compter sur vous ? Talois ne prit que quelques secondes pour réfléchir, ou plus exactement pour faire semblant, car depuis le début de la conversation, ou presque, sa décision était prise. Bien sûr, dit-il, par où commençons-nous ? On a dégagé en grande partie le tombeau en espérant y trouver le corps, mais sans résultat. Ce soir, les lieux devraient être déserts. Nous en profiterons pour fouiller les sous-sols de Joux en détail. Nius n'avait pour ainsi dire pas bougé. Il s'était allongé quelques instants ou avait négligemment passé sa patte derrière son oreille gauche. C'est tout.
De fait, la neige avait trouvé le temps de marier sa blancheur au pelage gris de l'animal. Solidement campé sur son arrière-train, ses pattes avant enfoncées de quelques centimètres, il regardait la route où, quelques heures plus tôt, il avait vu sa proie s'éloigner. La nuit était tombée, et les yeux du loup s'étaient lentement habitués à l'obscurité. Il pensa longuement au corps de son compagnon, allongé dans le souterrain, entouré de cette étrange lueur verte. Il se remit en tête ces longs mois, à veiller, à attendre un réveil qui ne vint pas, et la douleur qui l'envahit alors décupla son envie de tuer. Dès que l'effort des deux voitures apparurent en bas du chemin, Nius sut que l'heure de la vengeance avait sonné. Il regagna le château pour les attendre. Son ombre disparut dans l'obscurité sans qu'aucun témoin ne puisse le voir. Talois n'avait jamais vu Jou sous cet angle. Lorsqu'il était arrivé presque par hasard dans la région 1 ou 2 ans après sa sortie de l'école de police, il avait forcément été marqué par la beauté de l'endroit où se dressait le monstre de pierre. Avec le temps, il l'avait pour ainsi dire oublié, ne lui jetant plus que des regards distraits de temps à autre. Mais ce soir, l'édifice devenait impressionnant, enfonçant dans le plus profond de ses entrailles une peur qui lui donnait une douleur semblable à celle qu'il aurait reçue d'un pieu. En lisant le visage de ses compagnons de fortune, le policier comprit qu'il n'était pas le seul à être mal à l'aise. Oriade se confondait avec la neige, Nief qui tenait une lampe torche en faisait trembler anormalement le faisceau. Et lorsque le scientifique sentit sur lui les yeux de Talois, il le regarda avec un sourire gêné et prétexta le froid. Le policier n'en crut pas un mot, mais pour ne pas ajouter à son malaise, fit mine d'acquiescer. De tous, le lieutenant Bruno semblait le plus à l'aise, comme si son scepticisme sur l'existence même du Romac avait repris le dessus. C'est lui qui d'ailleurs s'engagea le premier sur le chemin qui menait à l'entrée. Devant la porte, il céda le pas à Nief qui avait la clé, mais qui eut toutes les peines du monde à la mettre dans la serrure. C'est à la seule lumière de 3 lampes torches, Oriade n'en portait pas, que le groupe traversa les différentes enceintes, puis quelques couloirs déserts avant de descendre l'escalier qui menait au souterrain du fort. Arrivé dans la pièce où s'ouvrait le puits, Bruno s'arrêta et se retourna, éclairant du faisceau de sa lampe le visage fermé de ses comparses. Nous avons déjà fouillé les alentours immédiats du puits, mais je pense qu'en nous organisant à partir d'ici et en essayant de rayonner au maximum, il ne nous faudra pas plus de 2 heures pour faire le tour de ce que nous n'avons pas encore exploré. Bruno parlait en professionnel. Il avait déjà réfléchi à la démarche à suivre, à la composition des équipes. Si bien que, sans comprendre comment, Talois se retrouva flanqué de Nief à déambuler dans un couloir désert et angoissant. Les 2 hommes ne se parlaient pas, et la lourdeur de leur silence témoignait de leur angoisse. Ils arrivèrent au pied d'un escalier, ils montèrent, traversèrent une petite pièce sans fenêtre et stoppèrent net en découvrant une lumière à quelques pas d'eux. Il leur fallut quelques secondes pour reconnaître, posée sur le sol poussiéreux, la lampe torche du lieutenant Bruno. « Bon sang !» laissa échapper Nief, « mais comment a-t-il pu arriver ici ?» Talois ne répondit pas. Pendant que le scientifique s'approchait pour ramasser l'objet, le policier éclairait les différents recoins de la pièce. Le cri de Nief le fit faire volte-face. La lampe n'était plus là, mais en éclairant le fond de la pièce, le policier découvrit assis contre le mur, immobile, les yeux ouverts sur l'éternité, ses 3 compagnons. Le plus à gauche se trouvait Bruno. Un léger filet de sang coulait sur le coin de ses lèvres. Au centre, Oriade avait le crâne à vif et les cheveux étaient rouge sang. Enfin, à droite, Nief, qui quelques secondes encore auparavant était en parfaite santé, laissait apparaître sur son visage l'horreur qu'il avait ressenti au moment où la mort l'avait saisi. Talois recula de quelques pas, sans être capable de détacher son regard des 3 victimes. Puis d'un seul coup, il pivota et se mit à courir pour quitter les lieux. Il fit 10 mètres et se ravisa. Nief avait refermé la porte derrière lui et Talois n'avait pas les clés. Il se résigna donc à revenir près des cadavres. En plongeant sa main dans la poche du veston de Nief, il fut pris d'une violente envie de vomir. Il parvint à la contrôler jusqu'à ce que ses doigts saisissent enfin ce qu'il était revenu chercher. Dès qu'il eut le trousseau en main, il reprit le chemin de la sortie. Emma avait tourné en rond toute la journée. Elle repensait à cette voix qui lui avait susurré à l'oreille « Pas maintenant ». Était-elle en train de devenir folle ? Elle alla chercher un verre d'eau à la cuisine. Lorsqu'elle revint au salon, il était là, debout près du mur le moins éclairé par la petite lampe de chevet que la veuve du commissaire avait allumée à la tombée du jour. On devinait à peine son visage. Elle sursauta et poussa un cri, plus de surprise que de peur.
Ne craignez rien, dit l'auteur. Je vous ai parlé ce matin, vous vous souvenez? Pas maintenant. Quelque chose dans la voix du visiteur inspira à la jeune femme plus qu'une grande confiance, presque un envoûtement. Elle voulut approcher pour le voir, mais il lui fit signe d'arrêter. Nous n'avons pas le temps, dit-il. Il faut que vous retourniez là-bas. Votre ami Talbot va bientôt avoir besoin de vous. Ne tardez pas, je vous y retrouverai. Il leva la main et pointa du doigt à quelque chose derrière Emma. Elle se retourna, ne vit rien. Elle voulut lui jeter un regard interrogateur, mais il avait disparu. N'étant plus très sûr du chemin, Talbot opta plusieurs fois pour une mauvaise direction et finit par revenir sur ses pas sans même s'en rendre compte dans un premier temps, puis par la suite sans en être sûr. Même si tous les couloirs se ressemblaient, il n'avait pas eu l'impression de s'être engagé dans un labyrinthe, et il sentait que cet égarement avait quelque chose de surnaturel. Il en fut encore plus persuadé lorsqu'il perçut une présence. Elle fut d'abord diffuse. Il se retourna plusieurs fois, ayant l'impression qu'on l'observait, mais ses arrières étaient désespérément déserts. La sensation, elle, se faisait de plus en plus pressante. Il finit par ressentir un souffle dans son cou et laissa aller un hurlement en agitant maladroitement sa lampe torche. Mais il ne vit encore rien. Talbot savait pourtant que le chasseur était là. Rien de concret ne lui permettait de l'affirmer, mais l'autre, sans doute un peu sadique, gravait directement cette certitude dans l'esprit du policier, juste pour enraciner davantage encore sa peur et en faire une proie plus maladroite et donc plus facile. Les gestes de Claude se firent de plus en plus hésitants, et l'angoisse qui vint l'habiter prit la forme d'une boule qui semblait grossir sans cesse au fond de sa gorge. Dans les minutes qui suivirent, les occasions de sursauter se firent plus nombreuses. Le bloc d'une goutte d'eau se détachant de la voûte humide, un courant d'air malicieux qui se faufilait en sifflant. Et puis, une fois dans le rayon tremblant de la torche, apparurent les deux yeux verts de Nius, qui, estimant sa victime prête, se décida enfin à se montrer. Il parla directement dans l'esprit du lieutenant, qui ne comprit pas de suite ce qui se passait. « C'est vous, » souffla la pensée du loup, « c'est vous qui lui avez tiré dessus. Vous allez payer. » L'animal bondit, et Talbot eut juste le réflexe de jeter sa torche dans sa direction, ce qui lui donna quelques secondes de répit, qu'il mit à profit pour s'enfuir. Malheureusement, sans lampe, il se trouva bientôt prisonnier de l'obscurité la plus totale. Il ne s'arrêta pas pour autant, sa vie en dépendait. Il se cogna plusieurs fois et perdit rapidement toute notion de l'espace, avançant au plus grand des hasards. Le loup était toujours là, laissant mijoter sa proie pour ajouter davantage au plaisir de la vengeance. Elle ne pouvait pas lui échapper, et il avait le loisir de prolonger le jeu aussi longtemps qu'il le voulait. Cela dura plus d'un quart d'heure, au cours duquel l'animal s'approcha plusieurs fois de l'homme, au point que ce dernier put le sentir et croire que sa dernière heure était arrivée, juste avant de se voir accorder un nouveau sursis. Enfin, le loup décida d'en finir. Et Talbot, qui n'était plus à ce moment-là qu'une angoisse personnifiée, le comprit de suite. Il renonça à la lutte et écarta les bras pour s'offrir à son bourreau et lui gâcher au moins le plaisir du dernier combat. Le policier ferma les yeux et entendit le bruit délicat que fait les coussins du loup au moment où celui-ci bondissait, puis un boum. Un petit cri de douleur suivi d'une déchirure à l'épaule qui lui arracha à lui aussi un hurlement. De nouveau, le bruit des coussins heurtant le sol plus violemment cette fois, et puis plus rien. Talbot hésita. C'était cela la mort? Rien de bien méchant alors. Il ouvrit les yeux et fut ébloui par le faisceau d'une lampe qu'on braquait sur lui. Quelques secondes pour s'habituer, et le policier reconnut la silhouette familière d'Emma, une arme à feu dans une main, la lampe dans l'autre. Elle avait tiré sur le loup qui s'était enfui, mais la balle avait dû traverser l'animal et frôler Talbot dont l'épaule saignait abondamment. Trop concentré sur sa proie, Nius n'avait ressenti le danger qu'à l'instant de la douleur, et en même temps qu'il avait entendu le bruit. Cela avait coupé net son élan, et il était retombé. En se retournant, il avait perçu la femme braquant sur lui le même objet étrange que celui que les autres avaient utilisé contre Maldricus. Il savait ne pas pouvoir lutter. Il sentait le sang chaud vider son corps pour s'emmêler dans ses poils. Ses forces lui échappaient, il n'avait plus qu'à fuir, tout était perdu. Il regagna la pièce où le corps d'Amadricus était toujours inerte, entouré d'une aura verte, se leva contre celui qui avait été son frère pendant toutes ces années, et laissa la mort s'approcher. C'est à cet instant, et sans même que le loup ne s'en aperçoive, que l'intensité lumineuse changea. Les doigts d'Amadricus bougèrent légèrement, et sa main vint se poser sur le flanc de l'animal.
à l'endroit précis où ce dernier avait été blessé. Il ne fallut pas plus de 5 minutes à Emma et Tallois pour regagner le parking. Elle lui raconta l'étrange visite qu'elle avait reçue, et le policier rencontra à son tour l'auteur qui les attendait sur le parking. Il se tenait à quelques mètres d'eux, camouflant ce visage dans l'ombre d'un sapin. « Je suis ravi que vous l'ayez trouvé, » dit-il en les voyant arriver. Puis, de nouveau, alors qu'Emma se dirigeait vers lui pour découvrir enfin son visage, il lui fit signe de s'arrêter. « S'il vous plaît, dit-il. Je vous ai ouvert les portes de joue, je vous ai laissé le temps de retrouver votre ami, mais désormais c'est à mon tour d'agir, et il vaut mieux que vous l'ameniez à l'hôpital. » Elle devina un geste de sa tête en direction de l'épaule blessée de Tallois. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-elle avec un accent d'inquiétude. « Rien qui ne vous concerne, mais il y a fort à parier que les choses vont s'arranger. Faites-moi confiance, dès que les portes de l'enfer seront ouvertes... » Mais de quoi s'agit-il ? Un phénomène purement physique qui permet de restaurer l'équilibre universel que le Romac a bouleversé. Dès qu'il les aura franchis, les portes, il sera ramené à la date qui aurait dû être celle de sa mort, à la minute précise, et ce qui ne sera alors plus que son cadavre commencera à dépourir. Et tout ce qu'il a fait depuis. Toutes vos mémoires s'effaceront, les incohérences seront corrigées par quelques autres explications, par d'autres souvenirs que vous n'aurez pas la possibilité de mettre en doute. Et il est fort probable, par exemple, que Prégnou sera pour toujours l'auteur de tous les meurtres qui se sont produits il y a 3 ans. Pour tous ceux qui savent, Amaldricus le Romac n'aura jamais existé. Emma fit un pas en direction de l'auteur. Celui-ci recula d'autant, et elle sentit sa gêne et s'arrêta avant de poursuivre. « Pourquoi m'en voulait-il autant ? Pourquoi m'a-t-il agressé cet hiver ?» Il était prisonnier, ne parvenait pas à reconstruire un lien. Comme tous ceux qui avaient participé à la destruction du précédent étaient morts, il s'est imaginé que vous aviez eu un rôle dans cette destruction, et que c'était à cause de vous qu'il échouait. Emma ne fut pas sûre de tout saisir, mais le temps pressait, et elle devait choisir sa dernière question, qui lui parut la plus importante que les autres. « Qui êtes-vous ? Comment pouvez-vous savoir tout cela ? » « Qui je suis n'a pas vraiment d'importance. Disons simplement quelqu'un qui a caressé un rêve que la réalité des hommes a fait éclater. » Il marqua une pause, une hésitation. « Et j'en ai accompagné des Romacs sur leur dernier chemin. » Il sembla se ressaisir d'un seul coup. « Mais ceci est une autre histoire. Il faut vraiment que vous partiez maintenant. » Emma n'ajouta pas un mot. Elle rejoignit Tallois qui était demeuré en retrait et avait suivi la conversation partagée entre le silence et la douleur à l'épaule. Elle le soutint et se dirigea vers la voiture. Au dernier moment, elle se retourna pour apercevoir l'ombre de son étrange visiteur, mais celui-ci avait encore une fois disparu. Emma arriva à l'hôpital avec Tallois vers 22 heures. Elle eut toutes les peines du monde à faire en sorte qu'un médecin voie le policier, ce qui eut pour effet de la mettre dans une colère mal contenue, qui tranchait radicalement avec son caractère habituel. Elle s'énerva après une infirmière avec une telle violence qu'à un moment donné, elle se demanda si c'était bien elle qui était capable d'une telle rage ou si des éléments extérieurs l'influençaient. Et puis, il y eut cet étrange sifflement, ce petit bruit d'abord imperceptible qui devint assez rapidement un bruit haut et désagréable, mais que l'on ne put localiser. Emma et d'autres sentirent alors naître un mal de tête aigu et intense, mais personne ne s'aperçut que tout ralentissait. Dans les couloirs, les gens marchaient moins vite. Les conversations devenaient aussi audibles qu'un ancien vinyle 45 tours passé sur une platine 33 tours. Et même les émissions de télévision semblaient diffusées au ralenti. Pourtant, personne dans l'établissement ne semblait être conscient de cet état de fait. À 22h30, le phénomène s'était encore accentué, et à 23h, tout, dans l'hôpital, homme comme machine, était immobile. Si une personne avait pu échapper à cet étrange événement et se promener alors dans les couloirs, elle aurait sans doute eu l'impression de se trouver dans un film mis en pause. Il aurait été impossible de trouver de secours, car en sortant dans la rue, elle se serait vite aperçue que toute la ville, tous les alentours et sans doute toute la région étaient touchés par le même mal. Elle aurait également sans doute été impressionnée par les flocons de neige qui, eux aussi, s'étaient immobilisés dans leur chute. Le monde semblait devenu une image. L'auteur était entré dans le fort dès le départ d'Emma et des Tallois et s'était mis à la recherche d'Amaldricus. 3 possibilités s'offraient dès lors. Soit Amaldricus était mort, tué par la balle de Tallois l'hiver dernier, et l'auteur devrait lui-même porter le cadavre jusqu'aux portes pour que tout redevienne normal.
Soit Maldricus était en vie et sur le point de reconstituer son lien, auquel cas l'auteur devrait l'en empêcher pour espérer vaincre le dernier Romac, soit, enfin, il était vivant, mais sans lien, et les portes l'attireraient toutes seules à elle, sans qu'il lui soit possible de résister. Au détour d'un couloir, il tomba sur les cadavres des 3 compagnons de Talois. Eux, il n'avait rien pu faire pour les sauver. Nilus avait été plus malin, mais ils étaient la preuve que sa cause était juste. Il finit par sortir sur le plateau de la Rochette, après avoir grimpé une volée de marches et s'être vaporisé entre les épais et serrés barreaux. Il soupira. Ses recherches pouvaient durer des semaines sans aboutir, et le temps pressait. Il en fut d'autant plus convaincu lorsqu'il vit les voitures arrêtées au milieu de la route qui traversait la Cluse en contrebas. Il leva les yeux et devina dans l'obscurité des flocons immobiles dans le ciel. C'est seulement alors qu'il remarqua l'étrange silence. Il porta instinctivement les yeux sur l'anneau de pierre verte qu'il portait à l'auriculaire droit et qui le protégeait des effets de cet étrange phénomène. Le chemin des enfers allait être accessible dans seulement quelques instants. C'était sa dernière chance de retrouver Amaldricus, qu'il soit mort ou vif. À suivre.